C'est l'armée secrète de Vladimir Poutine. Fort de 2500 à 5000 mercenaires, le groupe Wagner s'est déployé depuis 2014 dans les zones de conflit de la planète où la Russie a des intérêts stratégiques, comme en Syrie. L'objectif principal de toute entreprise militaire privée, défendre les intérêts d'un gouvernement s'il ne peut pas utiliser son armée régulière. Nos objectifs, ce sont des revenus financiers et la possibilité de prendre le contrôle d'un grand marché de ressources pétrolières pour notre pays. Soutien aux séparatistes pro-russes dans le Donbass, reconquête du territoire perdu par Bachar el-Assad en Syrie, livraison d'armes et combat avec l'armée du maréchal Haftar en Libye, sécurité du président Maduro au Venezuela, formation de la garde présidentielle et de l'armée en Centrafrique, ou encore répression des manifestations anti-El-Béchir au Soudan. La liste est longue. Le groupe Wagner opère dans une dizaine le droit d'extraire de l'or, du gaz, du pétrole ou des diamants. Une armée privée de mercenaires, russes, mais aussi étrangers, désormais dans le viseur de l'ONU et de plusieurs ONG, Amnesty International en tête, qui l'accusent de torture, d'exécution et de viol sur des civils. Des organisations préoccupées aussi par l'assassinat en 2018 en Centrafrique de cette société opaque. Interrogé sur la question, le Kremlin, lui, botte en touche. Selon lui, le groupe Wagner n'existe pas. Des images et des témoignages prouvent pourtant aujourd'hui le contraire. C'était en Guinée, au Mali, des élections peu inclusives ou des contextes préélectoraux qui se tendent dans d'autres pays. La démocratisation de l'Afrique de l'Ouest est-elle en danger selon vous ? Totalement en panne à l'heure actuelle, où nous vivons vraiment des situations où nous avons des fraudes électorales, c'est des formes également de coup d'État dont on parle très peu, sur lesquelles effectivement ni l'Union africaine, ni la CEDEAO, ni également aussi la communauté internationale l'ODIN. Nous avons également des formes de coup d'État constitutionnels. On change la constitution pour rester au pouvoir. Et maintenant, nous avons des coups d'État militaires. Les coups d'État militaires, c'est bruyant, c'est les galons, ça se voit tout de suite. Maintenant, coup d'État militaire, c'est le symptôme des dysfonctionnements démocratiques, c'est le symptôme des pathologies démocratiques. Les gens les prennent comme des remèdes, mais ce ne sont pas les bonnes réponses. Il faut qu'on fasse attention pour qu'on ait des institutions qui soient des institutions fortes. Parce que nous avons un hyper-présidentialisme, des pouvoirs absolus, des pouvoirs que absolument rien ne limite. C'était le cas, effectivement, en Guinée. Et le résultat, c'est ce qu'on vient de voir. Oui, effectivement, la situation guinéenne et celle d'Alpha Condé viennent rappeler que la démocratie, ça ne s'arrête pas aux élections. C'est aussi la gouvernance et l'état de droit. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, quand je parle du Mali souvent, parce que je suis expert indépendant, je dis le Mali, c'est le miroir de tous les pays, pratiquement de l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est un miroir déformant. En réalité, c'est des degrés totalement différents dans la crise. Il y en a qui sont très exacerbés, les autres moins. Et des crises, à la fois de la démocratie et de la sécurité, sont des crises régionales qui appellent des réponses régionales qui ne sont pas encore là. Maintenant, dans le domaine de la gouvernance, franchement, les problèmes et les crises sont partout, avec la corruption qui est là dans tous les pays, et avec également une faiblesse de l'ensemble des institutions, les institutions judiciaires qui sont sous le contrôle également du pouvoir exécutif, et les institutions législatives qui sont de plus en plus faibles. Alors pourquoi ce modèle démocratique, il s'épuise selon vous en Afrique de l'Ouest? Est-ce que c'est un problème de génération? Est-ce que c'est un problème de formation, de culture politique des élites locales? Je pense que c'est un problème de cycle. Nous sommes dans une fin de cycle où nous avons vécu, si vous voulez, avec la chute du mur de Berlin et la boule de transition démocratique correcte. Et puis après, il y a eu quand même le basculement sécuritaire sur le plan géopolitique mondial avec les attaques du World Trade Center. Quand même, le problème du djihadisme qui nous a envahis. Mais tout ça, ça fait effectivement que les pouvoirs se sont crispés et que même les ordres africains, et que ça soit aussi l'UE, se sont affaiblis, y compris les Nations Unies. Parce qu'effectivement, il y a l'émergence de pays qui aujourd'hui collaborent avec les pays africains, que ce soit la Chine, que ce soit la Turquie ou la Russie, qui ne sont pas regardants sur les questions des droits de l'homme. Alors que l'Europe se dit, mais tiens, ils sont en train de prendre tous les marchés, bon, maintenant, nous allons fermer les yeux. Le déclin international du multilatéralisme fait que les modèles autocratiques séduisent toujours davantage. Nous sommes dans une situation où c'est sur le plan endogène que le réveil doit se faire. On ne peut pas compter sur l'extérieur aujourd'hui pour dire, écoutez, nous allons améliorer la situation en Afrique. Il est évident que les gens, les putschistes, ils vont avancer. Je pense que s'il n'y avait pas de putsch au Mali, il n'y aurait pas eu de putsch au Tchad, ni de putsch en Guinée.
Donc, il faut faire extrêmement attention. Comme on dit, la contamination est vraiment possible dans certains pays qui vont persister à l'autoritarisme, à se crisper, à garder le pouvoir, ne pas respecter les limitations de mandat. Soit c'est les putsch, soit c'est les insurrections. C'est inévitable. Il y a des situations particulières qui vous inquiètent? Il y a des situations aussi d'incertitude où... Alors il y a quand même des contre-exemples. Le Niger, le Burkina ont réussi à organiser des élections et semblent avoir pris une voie vers une démocratisation que ces pays ne connaissaient pas auparavant. D'accord, le Niger a organisé des élections, Issoufou est parti, c'est très bien. Je pense qu'aujourd'hui, il faut penser que ce soit au Niger, au Mali et au Burkina Faso, à des stratégies quand même pour aboutir à la paix. Aujourd'hui, les stratégies sécuritaires prennent le pas sur les stratégies pour aller vers la paix. Et sans la paix, il est évident que ces pays vont rester fragiles sur tous les plans économiques. D'agents du groupe Wagner, peut-être même 1 millier, qui seraient envoyés au Mali. Ça fait quand même beaucoup de formateurs. Et en République centrafricaine, où Wagner est déjà présente depuis plusieurs années, eh bien Moscou reconnaît uniquement la présence d'instructeurs russes, alors que la participation du groupe Wagner à des combats contre des groupes armés rebelles a été documentée, de même que les nombreuses exactions de ces agents ou de ces mercenaires. C'est un terme qu'on emploie, parce que les agents de Wagner ne sont pas des militaires en fonction officielle, mais des anciens militaires, des gros bras, en tout cas payés par une société privée. Oui, Mamadou nous demande comment réagit la France. La France s'est ouvertement inquiétée de ces discussions entre Bamako et la société paramilitaire Wagner. Oui, c'est vrai. Hier, la ministre des Armées, Florence Parly, a jugé qu'un tel accord, s'il était signé, serait extrêmement préoccupant et contradictoire, incohérent, je la cite toujours, avec tout ce que nous avons entrepris depuis des années et tout ce que nous comptons entreprendre en soutien des pays du Sahel. Ensuite, c'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui est allé même plus loin. Pour lui, l'arrivée du groupe Wagner serait absolument inconciliable avec la présence des soldats français. Une forme de menace, donc, puisque ça veut dire que Paris pourrait retirer ses troupes du territoire malien. D'ailleurs, l'agence Reuters affirme que la France essaie actuellement de dissuader les autorités maliennes de concrétiser cet accord et qu'elle a également envoyé un émissaire à Moscou pour aborder le sujet. Ce que je peux ajouter, c'est que, hors micro, des responsables politiques et militaires français précisent leurs inquiétudes. J'ai notamment échangé avec un haut gradé de l'état-major des armées françaises qui m'a rappelé les nombreuses accusations d'exaction dont les mercenaires de Wagner sont accusés, en Syrie et en Centrafrique notamment. Il m'a expliqué que ce serait pour lui un mauvais signal envoyé aux Français, mais aussi aux autres partenaires du Mali, États-Unis, Union européenne, Nations Unies, etc., qui auraient eux aussi beaucoup de réticence à travailler avec la société de sécurité privée Wagner. Il a souligné le coût astronomique de la prestation, les montants évoqués sont énormes, près de 10 millions d'euros par mois, plus un accès à des sites miniers. Donc c'est vrai que c'est très cher, surtout quand on compare les sommes au budget malien, ou quand on rappelle que la coopération militaire avec Barkhane pour la France, avec Takuba pour l'Union européenne, ou avec l'armée américaine qui fait de la coopération, tout cela n'est pas payant. Bref, ce responsable militaire français n'a pas caché que pour lui, si le Mali recourait au service du groupe Wagner, ce serait une très mauvaise nouvelle. Oui, d'autant que l'arrivée des Russes se ferait en même temps que le départ des Français qui ont annoncé la fin de l'opération Barkhane. Voilà, donc ce n'est pas un départ, la France reste présente au Sahel, même si la fin de Barkhane ira de pair avec une diminution très importante du nombre de soldats français. On va passer de 5000 à 2500, 3000 hommes d'ici la fin de l'année. Donc c'est sûr que pour la France, l'arrivée des Russes dans ce contexte serait un camouflet. Et l'image est assez saisissante, puisque même si les militaires français ne désertent pas ni le Mali ni le Sahel, il y aurait comme un jeu de vase communicant et une perte d'influence. Et ça, c'est une certitude, ça inquiète fortement les milieux diplomatiques